Bonjour à tous. Quels sont les enjeux du développement durable dans le cadre de la production d'électricité et en particulier de l'hydroélectricité? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Michel Sabourin et cette vidéo fait partie du cours ENR 811, Énergie renouvelable. Les objectifs de cette vidéo sont de faire connaître les facteurs mesurables qui influencent le développement durable des sources d'énergie et aussi de connaître les avantages et les inconvénients des différentes sources d'énergie, en particulier de l'énergie hydraulique. Donc, comme vous le savez, toute activité humaine perturbe l'environnement et la mise en place des moyens de production d'énergie n'échappe pas à cette règle. La consommation d'énergie a des exigences très sévères et requiert des moyens de production en adéquation. Dans notre société, les pannes et les pénuries d'électricité sont tout à fait inacceptables. La production et le stockage d'énergie doivent donc répondre à des critères très sévères de qualité, de quantité et de coût. Résultant d'un choix de moyens, l'hydroélectricité est en compétition et est, comme toute source d'énergie, le résultat d'une mise en œuvre et d'une production qui fait appel à différentes ressources en les consommant, en les détruisant et en les altérant. Il convient donc de mesurer et de pondérer ces ressources pour faire un choix éclairé. Donc, il y a deux aspects dans ces mesures. D'abord, au moment de la mise en œuvre et ensuite au moment de l'exploitation. Lors de la mise en œuvre, l'énergie qu'on doit dépenser pour la construction et la mise en œuvre, c'est un facteur. Les matériaux aussi. Le temps, soit le délai entre la décision de procéder au projet et la mise en exploitation commerciale, c'est un facteur. Les vies humaines, les blessures, les mortalités, les accidents sont aussi des facteurs à tenir en compte lors de la mise en œuvre. Ensuite, pour la durée utile de l'équipement, les matériaux, les carburants et autres ressources sont à comptabiliser. Les fluides environnementaux, air, eau, qui sont pollués, altérés et rendus moins accessibles en quantité et en qualité pour la faune, la flore et l'humanité sont aussi un facteur à mesurer. Les espaces et les volumes qu'on occupe pour produire cette énergie-là, donc c'est aussi à considérer. Les coûts de maintenance, les coûts en vie humaine, en blessures, en mortalité, en accident, sont des aspects aussi à considérer. Donc, dans le développement et l'exploitation d'un projet énergétique, l'ingénieur doit maximiser la qualité et la quantité de la production en minimisant les coûts sociaux, financiers et environnementaux. Donc, on va présenter les différents aspects qui sont mesurés pour évaluer les enjeux du développement durable. En premier lieu, l'efficacité énergétique et environnementale. L'efficacité énergétique, ça exprime la proportion entre l'énergie produite et l'énergie brute disponible dans l'environnement. C'est une variable importante à optimiser. En général, pour une installation donnée, plusieurs aspects de son empreinte écologique n'augmentent pas avec l'efficacité. Donc, c'est indépendant. Donc, on a tout avantage à retirer le maximum de la ressource avec l'empreinte écologique qui est présente. Donc, l'énergie qu'on doit dépenser pour sa construction et sa mise en œuvre, c'est assez constant avec l'efficacité énergétique. Les matériaux pour la construction, les carburants et autres ressources le sont aussi. Le temps, soit le délai entre la décision de procéder au projet de développement et la mise en exploitation commerciale, sont aussi indépendants de l'efficacité. Les vies humaines, les blessures, les accidents, évidemment aussi, et les coûts de maintenance le sont. Il devient donc très intéressant de maximiser l'efficacité pour obtenir ainsi plus d'énergie de la même ressource et donc sans accroître les méfaits sur l'environnement. L'hydroélectricité est dans ce domaine très favorisée. Les turbines sont exploitées dans une gamme de puissance où le rendement est généralement au-dessus de 90%. Les alternateurs hydrauliques présentent des rendements supérieurs à 98%. S'ajoutent les pertes de transformation et de transmission de distribution qui nous amènent évidemment l'électricité au lieu de consommation. Ils sont évalués à environ 5%. En hydraulique, la recherche et le développement est continu et chaque site est optimisé au maximum. Dans le graphique suivant, on présente le rendement maximum de la turbine en fonction de l'année de mise en service ou de développement. Et on s'aperçoit qu'avec les développements constants, on est sur une pente ascendante
même si on est tout près de la limite ultime de 100% de l'énergie exploitée. Alors, il est tout à fait courant d'être au-dessus de 90% dans l'exploitation d'une machine hydraulique. Dans ce graphique, pour différentes sources d'énergie, on présente les rendements atteints. Alors, l'hydroélectricité est au sommet, avec autour de 90%. Ensuite, il y a le thermique, qui, suivant la technologie utilisée, va aller au maximum à 60%. Le nucléaire, dû au fait que les températures sont moins élevées que pour le thermique, on est à 33%. Ensuite, l'éolien et le solaire sont à 30% et à 17% pour le solaire. Une autre mesure de la performance écologique est le taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, c'est l'énergie produite pendant la vie de l'équipement divisée par l'énergie nécessaire au développement du projet, donc à la construction. Dit autrement, c'est l'énergie livrée sur l'énergie dépensée. Alors, il y a différentes sources sur Wikipédia qui indiquent ces chiffres-là. Et on a un joli résumé ici qui nous est offert par Hydro-Québec à partir de ses propres équipements. L'hydroélectricité aurait un rapport entre l'énergie livrée divisée par l'énergie consommée lors de la mise en œuvre du projet de 275. Donc, on produit 275 fois l'énergie utilisée pour la mise en œuvre du projet. Alors, les chiffres varient autour de 40-50 pour les énergies renouvelables, 25 à peu près pour le nucléaire. Et pour les énergies fossiles, on est autour de 10 à peu près. Donc, le taux de retour énergétique de l'hydroélectricité est assez formidable quand on le compare à toutes les autres sources d'énergie. Une des possibilités en hydroélectricité, ce sont les installations de pompage-turbinage. Ce sont des installations qui permettent, avec le même équipement, de pomper ou de turbiner, ce qui permet de produire de l'énergie ou d'en emmagasiner. L'efficacité globale entre l'énergie qu'on met pour pomper et l'énergie qu'on récupère est d'environ 80% pour le cycle complet, ce qui est assez performant. On peut dire que ce type d'équipement-là n'est pas un moyen de production, puisqu'il consomme plus qu'il ne produit. Mais il a son utilité sur le réseau car il permet d'absorber l'énergie produite en plus grande quantité au moment où la consommation n'est pas élevée. Donc, par exemple, ça permet de capturer l'énergie éolienne et solaire, même si on n'en a pas besoin au moment où elle est produite. Aussi, par exemple, le nucléaire qui est peu modulable, bien, pendant la nuit, il n'y a pas de consommation. Alors, on va utiliser cette énergie-là pour pomper durant la nuit. De sorte que le lendemain, au moment où on va avoir besoin d'énergie, on va pouvoir turbiner la réserve d'eau qui a été pompée et ainsi produire de l'énergie au moment où on en a besoin. Un bel exemple, c'est le barrage de Grand-Maison près de Grenoble en France. Le site de Grand-Maison est un site assez exceptionnel pour l'exploitation d'une centrale de pompage-turbinage. C'est la centrale de pompage-turbinage la plus importante en France. Elle est exploitée sous une chute exceptionnelle de 926 mètres, plus de 900 mètres. Elle dispose de 4 turbines de 150 MW, qui sont de type Pelton, et de 8 turbines-pompes de 150 MW. De fait, cette installation-là n'est pas isolée du réseau hydraulique. Et il y a des apports d'eau dans le réservoir amont qui permettent de turbiner plus que de pomper. Donc, sur cet aspect, l'hydroélectricité a un avantage significatif sur toutes les autres sources d'énergie. La production de gaz à effet de serre, c'est certainement un des aspects les plus connus de l'empreinte écologique des moyens de production d'énergie. On a sur ce tableau les équivalents de CO2 produits pour chacune des sources d'énergie. Pour l'hydraulique, on a 2 types d'installations qui sont considérées. L'hydraulique avec réservoir et l'hydraulique au fil de l'eau.
Lorsqu'on compare quand même avec toutes les autres sources d'énergie, on s'aperçoit que l'hydraulique est vraiment à un minimum de production de gaz à effet de serre. Et évidemment, les méthodes basées sur l'énergie fossile sont beaucoup plus productives en gaz à effet de serre. Alors, une autre façon de présenter les choses, ici on a les équivalents CO2 d'une centrale au fil de l'eau avec réservoir et comparé aux autres sources d'énergie. On s'aperçoit quand même que le nucléaire et l'éolien sont aussi avantagés. Ici, on a un graphique encore qui montre les mêmes situations. Un des aspects de l'émission des gaz à effet de serre, c'est lors d'installations avec réservoir. Alors, des études ont été faites et présentent l'évolution de la production de gaz à effet de serre par le réservoir au fil des années. Et on s'aperçoit qu'après une dizaine d'années, le niveau de production se compare avantageusement au niveau de production d'un lac naturel. Il faut noter que la production de gaz à effet de serre dans ces circonstances ne provient pas de carbone fossile. Il s'agit de carbone qui est déjà dans l'environnement et donc qui est associé à des êtres vivants. De fait, l'utilisation de carbone fossile en hydroélectricité ne se fait qu'au moment du développement du projet. Mais considérant le taux de retour énergétique qui est très favorable à l'hydroélectricité, on voit bien que la production de gaz à effet de serre ne peut pas être très élevée à ce moment-là lorsqu'on considère la vie entière du projet. Un aspect important à considérer lors du choix d'une source d'énergie, c'est les dangers et risques. Alors, on entend souvent dire « Vive, c'est pas une entreprise sans risque, toute activité présente un danger ». C'est vrai que, comme scientifique, l'absolu n'existe pas, donc la perfection n'existe pas. Il est impossible d'éliminer tous les risques et dangers, donc il faut les gérer. D'abord, sur ces concepts de risques et dangers. Le danger, c'est une propriété ou une capacité inhérente à une situation ou à un équipement. Le danger existe en soi et on doit vivre avec. Le risque, c'est l'événement néfaste qui est dû à l'exposition à un danger. Le risque est donc à minimiser et à gérer. Ici, l'exposition, c'est une notion de probabilité. Le risque, c'est égal au danger multiplié par l'exposition. Alors, en pratique, on fait l'hypothèse que le passé est garant de l'avenir et on peut évaluer l'exposition à partir des dommages causés, cumulés et rapportés dans le temps. À cet égard, les statistiques nous permettent d'appréhender le risque qui est le résultat qui nous intéresse. Le dommage est la conséquence inévitable du risque. L'ingénieur n'a de contrôle que sur l'exposition. Et dans le domaine de l'énergie, on peut constater que les risques sont assez différenciés. Ainsi, pour appréhender ce sujet, on va considérer le taux de mortalité par térawattheure. Cette analyse est proposée par un article que j'ai cité ici et qui justifie pourquoi on exprime le taux de mortalité par térawattheure. Sur ce tableau qui a été publié en 2012, on peut voir qu'il y a des risques assez importants qui sont associés aux combustibles fossiles. Alors que du côté du solaire, de l'éolien, de l'hydro et du nucléaire, les risques sont très faibles. Pour l'hydro, on a différencié deux chiffres ici. C'est qu'il y a un événement malheureux qui s'est produit en Chine et qui a considérablement modifié les statistiques au sujet de l'hydro. On pourrait considérer ça comme une donnée aberrante. Ce graphique qui est plus récent est basé sur les mêmes données et on représente ici de façon plus imagée les risques associés à chacune des sources d'énergie. Globalement, les sources nucléaires et renouvelables, incluant l'hydro, sont de 100 à 1000 fois moins risquées que les sources basées sur les combustibles fossiles. Si on ne compte pas l'événement de Bang Chiao, l'hydroélectricité présente moins de risques que toutes les sources d'énergie renouvelable et serait 1000 fois moins risquée que le charbon. Donc, je vous réfère à Wikipédia qui contient une liste exhaustive des ruptures de barrages. Il faut noter que tous les barrages ne sont pas hydroélectriques. Un aspect important de la production d'énergie, c'est l'emprise sur la biosphère. Alors, qu'est-ce qu'on compte comme emprise? Bien, il faut penser aux surfaces de terrain occupées
et puis aux fluides environnementaux, l'air, l'eau, qui sont pollués ou altérés. Donc, ces éléments sont rendus moins accessibles en qualité et en quantité pour la faune, la flore et, nous compris, les humains. Il convient donc d'évaluer les impacts et de les pondérer en importance. Cette analyse est faite qualitativement. En termes d'occupation des surfaces, l'hydroélectricité est très gourmande. Tout d'abord, effectivement, il y a les ouvrages qui occupent un espace, comme ici on voit le déversoir de LG2, de même que les digues qui occupent un volume important, et les centrales elles-mêmes. Toutefois, pour la centrale de LG2, il s'agit d'une centrale souterraine, donc on comprend que ce volume a peu d'impact écologique. Au-delà de ces installations immédiates, évidemment, on modifie l'environnement et on crée des lacs ou des réservoirs qui n'étaient pas là auparavant. Donc, la production d'énergie occupe des zones qui, par rapport à d'autres activités écologiques, peuvent être en complète exclusion, en partage et sans aucune nuisance. Il existe plusieurs solutions de mitigation qui sont mises en place. De façon non exhaustive, on peut citer en exemple les plantations pour restaurer les surfaces mises à nu, les aménagements de frayères pour faciliter la transition entre les milieux aquatiques passés et nouveaux, et puis l'optimisation des surfaces occupées. Ici, on compare les surfaces mises à nu qui ont été recouvertes de végétation. Ici, c'est des études pour l'aménagement des frayères. Et ici, on voit que sur une ligne de transmission, on partage l'utilisation du sol avec de l'agriculture. L'autre aspect important, c'est l'altération des fluides air et eau. On sait que lors de l'aménagement d'un réservoir, on observe une augmentation du CO2. Donc, on a étudié cet aspect-là sur le sujet des gaz à effet de serre. Toutefois, on constate aussi que l'eau du réseau hydrographique peut être affectée par la pollution chimique, un déséquilibre dans son interaction avec l'air de l'atmosphère et par la perturbation de son écoulement. La pollution chimique qu'on observe et qui est la plus significative, c'est celle due au mercure. Donc, le mercure qui se trouve en surface du sol, lorsqu'on a une inondation, se dissout dans l'eau et vient affecter la vie aquatique. Dans la chaîne alimentaire, les prédateurs ont la plus haute teneur en mercure. Les études ont démontré qu'au fil du temps, le mercure, sur quelques dizaines d'années, va s'estomper et va revenir à un niveau qui est comparable à un lac naturel. Donc, il s'agit d'un problème qui est transitoire. L'autre source de pollution qu'on peut observer dans l'eau, ce sont les lubrifiants minéraux qui, éventuellement, par accident, peuvent se retrouver dans la rivière. Il y a différentes méthodes pour minimiser l'utilisation des lubrifiants minéraux. Alors, je vous renvoie à la référence qui est ici. La modification des écoulements par des digues et barrages vient perturber aussi l'écoulement et a des conséquences sur la qualité de l'eau. On a déjà parlé des problèmes d'oxygène dissous. Il se trouve que dans certains milieux, l'oxygène n'est pas renouvelé par les cascades puisqu'on a fait un barrage et on se retrouve avec une eau désoxygénée qui est mauvaise pour la vie aquatique. Un autre aspect, c'est que lors des crues, l'utilisation d'évacuateurs va souvent dissoudre en excès l'azote dans l'eau, ce qui rend les poissons comme euphoriques dû à cette présence d'azote. Une autre nuisance du barrage, c'est la diminution des transits. On observe que les sédiments vont avoir tendance à décanter dans les réservoirs. Alors, il y a des mesures de mitigation comme l'installation de vannes de vidange de fond qui permettent d'évacuer les surplus de sédiments accumulés dans le fond du réservoir. Le transit de la faune aquatique est aussi perturbé par les barrages. Ça affecte surtout les espèces qui ont besoin de migrer entre les océans et les rivières dans leur cycle de reproduction. Il y a des poissons anadromes qui remontent les rivières pour se reproduire et les poissons catadromes qui retournent dans la mer pour se reproduire. Donc, les aloses, saumons, esturgeons sont anadromes et les anguilles sont catadromes.
ce sont des espèces qui suscitent le plus de préoccupations. Pour la montaison, il y a des passages alternatifs qui permettent efficacement aux poissons de franchir le barrage. Ce sont des escaliers qu'il faut aménager et qui permettent aux poissons de remonter le barrage. Pour ce qui est de la dévalaison, il y a toutes sortes de mesures de mitigation. On installe des grilles pour dévier les poissons, pour pas qu'ils entrent dans la turbine. Ou bien on favorise la conception de turbines ichthyophiles, fish-friendly, qui sont conçues pour maximiser le taux de survie des poissons. Il y a des études très avancées qui définissent les critères biologiques à respecter et qui influencent la conception des turbines. On souhaite éviter les collisions entre le poisson et les surfaces fixes et mobiles de la turbine, minimiser les cisaillements, la turbulence, les dépressions, les surpressions, bref, tout ce qui est associé à des dangers pour les poissons. Alors, en conclusion, sur cet aspect, l'emprise sur la biosphère, on constate que l'hydroélectricité est certainement la source d'énergie qui affecte le plus grande surface de territoire. Toutefois, les impacts les plus importants font l'objet de solutions d'atténuation et globalement s'estompent dans le temps. La consommation des matériaux est à considérer lorsqu'on fait une comparaison entre les différentes sources d'énergie. Alors, sur ce graphique, on présente la consommation en matériaux des différentes méthodes de production. Eh bien, on constate que le solaire et l'hydro et l'éolien sont parmi les plus élevés. Il faut toutefois observer que, du point de vue de l'hydro, les matériaux les plus consommés, ce sont le béton et les métaux. Pour le solaire, on a des matériaux beaucoup plus sophistiqués. Pour ce qui est ensuite du groupe des énergies thermiques, on voit bien qu'elles sont moins consommatrices en matériaux. L'aspect quantité est en soi un peu redondant avec l'analyse des émissions des gaz à effet de serre et avec le retour énergétique. En effet, les travaux nécessitant l'extraction et le raffinement des matériaux consomment de l'énergie et émettent des gaz à effet de serre. L'analyse des quantités seules est aussi trompeuse. Le degré de rareté des matériaux est à prendre en compte. On ne peut que juxtaposer la rareté des terres rares et l'abondance des matériaux qui servent à faire le béton pour comprendre. La rareté a un effet sur le coût du matériau, ce qui va se refléter sur le coût de l'énergie produite et est donc automatiquement tenu en compte dans les choix énergétiques, à la condition que les autres aspects aussi, en particulier les gaz à effet de serre, pénalisent les coûts. Donc, on a fait le tour des enjeux pour le développement durable et on constate que l'exploitation de l'énergie hydraulique présente globalement le moins d'impact sur l'environnement tout en étant très souvent acceptable sur les plans sociaux et économiques. C'est une source d'énergie renouvelable dont l'exploitation présente la plus grande efficacité. Ça émet très peu de gaz à effet de serre. Ça présente un taux de retour énergétique supérieur à toutes les autres énergies. Elle présente un risque de mortalité assez faible, occupe un large espace dans la biosphère et utilise beaucoup de béton. Par sa flexibilité, l'exploitation due aux grands réservoirs et aux installations de pompage-turbinage, elle facilite la gestion du réseau en permettant d'accepter les modes de production constants comme le thermique et le nucléaire et les modes de production intermittents comme l'éolien et le solaire. Sur un réseau électrique, l'hydroélectricité est un atout incontournable. Ceci termine cette section sur les enjeux du développement durable. Je vous invite à faire les exercices pour vous préparer au quiz.